Bonjour Adrien Torregrossa. Bonjour Yann. Vous travaillez pour Padam Mobility et vous êtes vice-président de la FNTV Nouvelle Mobilité en charge du transport à la demande. Padam et puis le transport à la demande, c'est quoi plus concrètement? Alors, Padam, c'est une boîte parisienne qui a été fondée il y a 10 ans cette année et qui appartient aujourd'hui entièrement à Siemens Mobility France. D'accord. Et qui fournit des logiciels pour faire du transport à la demande de personnes à mobilité réduite, parce que souvent c'est un peu distinct, mais je pense que j'aurai le temps d'expliquer la différence. Et puis aussi des outils de simulation et une suite logicielle pour orchestrer le transport à la demande de véhicules autonomes, qui est un des usages qui sont en train d'arriver. Et donc le transport à la demande, de manière assez large, c'est quelque chose qui existe peut-être depuis qu'existe le transport public, une sorte de taxi collectif en transport public, c'est-à-dire payé par l'État, par les collectivités, qui fournit du transport dans les endroits où les lignes fixes, métro, bus, tramway, etc., seraient trop chères. Il y a autant de transport à la demande qu'il y a de territoires, qu'il y a de topologie, qu'il y a de cibles, parce que parfois il y a le transport à la demande qui est réservé pour un certain type de personnes, typiquement les personnes à mobilité réduite, ou alors les personnes âgées ou les jeunes sur certains territoires pour se rendre à l'école, etc. Et après, depuis une dizaine d'années, on voit principalement dans les zones périurbaines et rurales l'arrivée de nouveaux types de transports à la demande, qui sont plutôt des transports à la demande de masse, on va dire. Et il y a deux disruptions technologiques qui ont permis de rentabiliser ou du moins de réduire considérablement le coût du transport à la demande en mutualisant les trajets, en groupant le plus de personnes possible au sein des mêmes véhicules. Et ces deux disruptions, en quelque sorte, ça ont été l'arrivée d'entreprises comme Padam Mobility avec des algorithmes poussés, avec une ingénierie forte qui permet de créer des trajets pour la navette de transport public tout en mutualisant les courses, c'est-à-dire qu'on évite de faire des détours, ce qu'on appelle les kilomètres à vide dans le transport public, et aussi l'arrivée des téléphones portables, des smartphones pour tout le monde. Et aujourd'hui, on peut réserver une navette de transport public dans pas mal de territoires, surtout en France, comme on réserverait un taxi. Et donc entre la localisation d'un côté et, comme vous le disiez avant, les algorithmes qui vont permettre de choisir le meilleur chemin, pour donner un cas concret, le transport à la demande aujourd'hui avec la partie logicielle, donc notamment avec des acteurs comme Padam Mobility, ça va permettre de se dire ok, on est 6 personnes un peu à différents endroits d'une ligne potentielle de départ, mais on n'est pas exactement sur la ligne et ça va trouver la meilleure manière, la meilleure équation entre nous 6 pour avoir le meilleur chemin, c'est ça? Ouais, en fait, le but du jeu, c'est de fournir du transport public là où ça coûte cher. Donc là, on met des zones, des zones où on dit là, c'est le transport à la demande. Et d'un côté, il y a cet enjeu de coût pour la collectivité, et de l'autre côté, il y a l'usager final qui doit avoir un transport public fiable. Qui va lui permettre d'aller du point A à un point B, qui peut être le terminus du tram pour ensuite se rendre en ville, ou dans d'autres zones, juste effectuer des déplacements classiques, aller chez le médecin, aller à l'école, etc., etc. Double enjeu de fiabilité et de gestion des coûts, et c'est là qu'intervient la technologie. En plus de ça, on a aussi l'enjeu pour le coup d'économie d'énergie, d'économie carbone, puisque en transport collectif, ça va nous permettre plutôt que soit chacun avoir son transport à la demande mais individualisé, ou prendre son propre véhicule, prendre sa voiture pour chaque trajet en individuel. Là en fait ça va permettre de regrouper les gens tout en étant le plus pratique possible dans les zones, encore une fois, où c'est le plus complexe, à savoir les zones périurbaines et les zones rurales. Ce qu'il faudrait dans l'absolu, c'est une réduction de l'usage de la voiture individuelle. Il y a des endroits où c'est possible, il y a des endroits où c'est moins possible, il y a des endroits où il y aura l'électrification, il y a des endroits où il n'y aura pas forcément les moyens, ou le temps disponible pour électrifier en masse les flottes de véhicules. Et donc là peut intervenir le transport à la demande. On est en train de réaliser des bilans carbone de nos services, et ce qu'on essaie de voir, c'est de quelle manière le transport à la demande réduit l'impact de l'offre globale de mobilité sur un territoire. Ça peut être très variable, parce qu'à partir du moment où on offre du transport à la demande, on crée du transport, on propose une offre là où il n'y en avait pas, on crée du carbone en quelque sorte. Même si c'est très bien d'avoir ce transport collectif, finalement ça reste... Il y a un impact social, il y a plein d'impacts positifs qui ne sont pas forcément liés au carbone. Par contre, les chiffres se sont recoupés sur 2 territoires, c'est le fait que 10% des usagers se débarrassent d'un véhicule de leur foyer grâce au transport à la demande, parce que souvent c'est le 2e, le 3e véhicule, et là c'est vrai que l'impact de masse du transport à la demande il peut être assez colossal, parce que si des milliers de foyers arrivent à se débarrasser du 2e, du 3e véhicule du foyer, là on voit tout de suite que
on réussit à réduire l'impact carbone des foyers de manière individuelle. 10%, c'est quand même énorme comme ratio. Et alors vous avez dit en plus quelque chose d'assez intéressant qui vaut le coup d'être souligné. Vous avez dit le deuxième, voire le troisième véhicule du foyer, parce qu'il faut le rappeler, en zone rurale notamment, il y a énormément de foyers qui, pour 2 conducteurs-conductrices, ont 3 véhicules, parce que si un des véhicules tombe en panne, ils ne peuvent pas se permettre, ils ne peuvent même pas acheter le pain s'ils n'ont pas une voiture, quoi. C'est ça. L'impact carbone du TAD, il est intéressant à plein d'égards, parce que typiquement, ce sont aussi des navettes, souvent c'est des véhicules. Alors, il peut y avoir plein de types de véhicules pour faire du TAD, mais globalement, c'est souvent des navettes de 7 à 15 places, donc des fourgons, des fourgons, des sprinters, etc. Et ça sont des véhicules qui sont plus faciles à électrifier que des bus. Question d'électrification de flotte de transport public, le TAD se positionne bien, il y a plein d'enjeux comme ça. Et oui, il y a l'enjeu social du TAD, en dehors de l'enjeu écologique. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a toutes ces familles périurbaines, on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, qui ciblaient beaucoup les familles périurbaines finalement de travailleurs de la classe moyenne qui n'arrivaient plus à joindre les deux bouts parce qu'il fallait payer l'essence, payer l'assurance, etc. Là, quand on arrive à se débarrasser d'un véhicule, on fait des économies considérables. Qui en plus sont cofinancées par sur place la région ou le département. Alors ça va dépendre de la construction de l'offre. Il peut y avoir pléthore de modes de financement. Ça reste du transport public. Parfois il peut y avoir des fonds de l'Union européenne sur certains projets pilotes type avec une part d'innovation, etc. Mais globalement ça reste deniers publics, entreprises, etc. Ce qu'il y a d'intéressant avec le transport à la demande aussi, c'est que souvent c'est le prix d'un ticket de bus. C'est la continuité de l'offre d'une métropole par exemple. Et donc l'usager, bien qu'il fasse un peu plus de kilomètres, qu'il utilise le transport à la demande dans une périurbaine, il va payer son transport à la demande au même prix que l'usager qui prend le métro en ville. Et en plus le tout de manière hyper pratique, puisque vraiment on utilise notre téléphone, on le sort, on se localise, un petit peu comme les applications de VTC ou de taxi aujourd'hui, quelque sorte, avec le fait malgré tout bien entendu de devoir aller jusqu'au point de récupération et de marcher depuis le point de dépôt, mais qui est étudié en temps réel, c'est ça ? Ouais. Pour pouvoir être le plus proche possible de chacun. Oui, il peut y avoir sur certains territoires des modifications jusqu'à 2 minutes avant. Je peux réserver, typiquement à Orléans ou en Ile-de-France, je peux réserver mon TAD 2 minutes avant qu'il passe. S'il y a une navette qui est sur la route et qui va arriver dans 2 minutes et que je peux la choper, je la prends. Vos clients, finalement, les prescripteurs, ceux qui intègrent ces solutions dans leur réseau de transport, c'est qui concrètement aujourd'hui ? Ça peut être de taille très variée. Ça s'appelle pas tout à fait une communauté d'agglomération, mais c'est un type de communauté d'agglomération où il y a Bourges et les petites villes alentours. Bourges a mis en place le transport public pour tous. Et ils se sont dit, on est une communauté, si on met le transport public pour tous, gratuit, il faut que chaque citoyen ait accès au transport public. Sauf que dans les communes périphériques de Bourges, on ne peut pas mettre du transport, la densité de population est trop faible, la demande est trop éparse, et puis ça coûterait une fortune. Bourges a décidé de mettre 4 zones pour fournir du transport public gratuit pour tous au sein de toute la communauté. De la même manière à Orléans, donc là-bas le transport public est très efficace mais il n'est pas gratuit. La métropole d'Orléans a décidé de fournir le transport public pour tous, de s'assurer que aucun habitant de la métropole ne soit à plus de 500 mètres d'un arrêt de bus, et ça c'est possible grâce au transport à la demande. Partout où le tram ne passe plus, où le bus ne passe plus, etc., c'est le transport à la demande qui fonctionne sur 4 zones distinctes, qui permet de se déplacer au sein de la zone et sous forme de rabattement, d'aller prendre le bus ou le tram depuis la zone pour aller en ville. On parle énormément pour les quelques solutions qui peuvent exister afin de décarboner la mobilité en zone périurbaine et rurale. On parle énormément du covoiturage. Ouais. On a l'impression qu'il n'y a pas trop d'autres solutions. Transport à la demande, finalement, s'inscrit vraiment comme une des rares solutions dans l'éventail de ce qu'on peut appliquer pour les zones périurbaines et rurales. Oui, on a l'habitude de dire que le transport à la demande, c'est un couteau suisse. C'est le couteau suisse du transport public, on peut le mettre partout, on peut le dimensionner de plein de manières. Évidemment, on va mettre du métro dans les Alpes, on peut pas mettre du tram dans plein de... Voilà. Pour ce qui est du covoiturage, il y a un usage très très complémentaire, quoi. Dans le monde idéal, au sein de la même application, il y a le covoiturage de TAD. Le matin, je vais au boulot en covoit, le soir en TAD, et je me fiche de savoir ce que je choisis. Oui, finalement, c'est ce qui va être le plus pratique pour faire mon trajet domicile-travail. Des dynamiques qui sont parfois vraiment complémentaires. Le covoiturage, ça va être alors soit de la longue distance pour les vacances, les week-ends, etc., ce que fait pas le TAD, ou alors une forme très très pendulaire
domicile-travail pendulaire, que peut faire le TAD, mais pas uniquement. Parce que oui, c'est-à-dire si on organise son covoiturage le matin, le soir, mais qu'on a besoin de rentrer l'après-midi, le fait d'avoir une ligne de transport à la demande... De toute façon, même sur les territoires qui ont la chance d'avoir du métro, du tram, etc., les grosses métropoles, tout le monde s'accorde à dire que l'important c'est d'avoir une pluralité d'offres. On ne peut pas dire on va mettre que du métro ici parce que voilà, pour le covoit et le TAD c'est la même chose. Cette solution, elle existe dans plusieurs villes, dans plusieurs communes et communautés de communes, mais comment on fait maintenant pour le démocratiser, puisque vous-même, Padam Mobility, vous êtes éditeur d'un logiciel, d'un algorithme, vous n'êtes pas opérateur. Qu'est-ce que ça demanderait demain de pouvoir démultiplier le nombre de lignes et d'opérateurs ? Il y a encore pas mal de territoires qui ne connaissent pas très bien le transport à la demande, ou alors qui en ont une vision un peu à l'ancienne, où on se disait « oulala, ça coûte très cher », parce que justement il n'y avait pas ces deux disruptions, qui sont le smartphone et l'arrivée des algorithmes qui permettent de grouper et de réduire considérablement les coûts. Donc il y a un changement de mentalité, mais qui est en cours. Et c'est vrai qu'au niveau mondial, nous on le voit parce qu'on est sur 200 territoires, sur une bonne dizaine de pays. La France est très en avance. La France et l'Allemagne sont très en avance sur le transport à la demande. Donc on voit quand même qu'il y a des choses qu'on a pu faire. Et ça, c'est tout le travail d'entreprises comme Padam Mobility et nos concurrents ces dernières années de promotion de ce qu'on fait, de promotion des résultats. Ensuite, il y a évidemment le support politique, on y travaille, il y a l'associatif. On est en train avec la FNTV, la Fédération nationale de transport de voyageurs, et le groupe TAD et le groupe covoiturage, d'écrire un espèce de livre blanc, de guide sur la mobilité en zone rurale à l'attention des collectivités. D'accord. L'objectif, c'est de répondre un peu à celui qui a sorti le Secours catholique il y a quelques temps. Qui était plutôt sur les constats, qui est très terrain et qui est très instructif d'ailleurs, et d'y répondre un peu avec des solutions un peu techniques. C'est d'apporter les solutions finalement à ce qu'on a pu remonter du terrain. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent déjà. Il y a le fonds vert et le plan ruralité, plan France ruralité qui est en place. Simplement, il y a des questions de temporalité. Entre le gouvernement qui met en place des fonds et la communauté de communes qui va pouvoir mobiliser ces fonds, il y a tout un travail en amont. Dans ce que c'est, la politique, ça prend du temps. Et donc, il y a plusieurs enjeux. Donc, il y a la popularisation, il y a la sanctuarisation peut-être de certains fonds qui n'ont pas besoin d'être énormes, mais qui ont besoin d'être là. Pour que les communautés de communes sachent que si on met en place le TAD, ce ne sera pas pour 6 mois et que les gens pourront effectuer un vrai changement dans leur mobilité personnelle. Voilà, des choses comme ça. Finalement, maintenant, vous avez réussi à montrer que ça fonctionne à grande échelle, Ah ouais. Donc on passe en phase d'accélération. Exactement. Vous avez parlé en tout début d'entretien du fait que vous travaillez aussi sur l'application de ces logiciels et de ces algorithmes sur des véhicules autonomes. On en est où en France sur l'utilisation de véhicules autonomes en zone périurbaine et rurale ? On s'imagine souvent, par la communication de ce qui se fait aux États-Unis et même un peu en Asie, que le véhicule autonome de demain, c'est une voiture. Le futur du transport autonome, c'est le transport public. Et ça tombe bien. Ouais, transport collectif. Et ça tombe bien parce qu'en fait, il y a une grosse pénurie de chauffeurs de bus dans tout le monde occidental. Et donc, le véhicule autonome est une des réponses. C'est pas la seule raison, mais il y a aussi le sens de l'histoire. C'est pas la seule raison, c'est pas tous les chauffeurs, etc. Mais c'est dans certains endroits où il est très difficile de trouver des chauffeurs qui ont envie de bosser sur des lignes de transport collectif. Ça peut apporter des solutions. C'est un des arguments. Il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi il y a le sens de l'histoire, il y a l'électrification, il y a la possibilité de décupler le transport public parce qu'on peut faire plus avec moins, en quelque sorte, avec ces navettes autonomes. Et donc oui, Padam Mobility, en ce sens, fournit ce qu'on appelle un orchestrateur, un chef d'orchestre, l'outil central sur lequel vont pouvoir se greffer toutes les petites API, toutes les technologies de navigation du véhicule, de détection de la présence humaine, de freinage, la caméra, etc. Toutes les technologies autour pour pouvoir être connecté à notre outil qui sera en quelque sorte le chef d'orchestre. Et puis ensuite, à cela, on ajoute évidemment notre technologie à nous, transport à la demande. Typiquement en Genève, vous avez 2 territoires de transport à la demande classique et un territoire de navette autonome. Le territoire 1 qui s'appelle Champagne, je crois, un autre territoire qui s'appelle Outremont, et puis le territoire où il y a une navette autonome. Et vous cliquez sur le territoire de navette autonome et au sein de la même appli, vous avez des choses qui interfèrent comme ça, qui sont connectées entre du non autonome et de l'autonome. Merci beaucoup Adrien Torregrossa pour la FNTV et Padam Mobility. Merci.